Saviez-vous que notre planète Terre libère constamment depuis son intérieur une quantité étonnante de chaleur, environ 47 TW de puissance thermique? C'est une énergie formidable, équivalente à la production combinée de centaines de milliers de centrales électriques fonctionnant sans relâche, une force invisible mais omniprésente qui a sculpté les continents, soulevé des chaînes de montagnes et déclenché des cataclysmes. C'est une énergie qui, à chaque instant, modifie le monde sous nos pieds, une chaleur primordiale et persistante qui défie l'immobilité de la surface pour nous rappeler la nature dynamique et vivante de notre foyer cosmique. Cette colossale émanation d'énergie est le moteur des phénomènes géologiques les plus grandioses que nous connaissons, de la lente danse des continents à la furie explosive des volcans. C'est l'essence même de la façon dont notre planète a évolué et continue d'évoluer, une histoire gravée dans la roche, le magma et le mouvement constant. Pour véritablement comprendre comment cette chaleur façonne notre monde, nous devons d'abord descendre dans les profondeurs inexplorées de la Terre et comprendre d'où provient cette formidable énergie. La chaleur interne de notre planète a deux sources principales, chacune vitale à sa propre mesure. La première est la chaleur primordiale, l'héritage de la formation même de la Terre, il y a environ 4,540 milliards d'années. À cette époque, notre planète était une protoplanète en croissance, se formant à partir de l'accrétion d'innombrables fragments de roches, de poussière et de gaz cosmiques. Chaque impact libérait une quantité immense d'énergie cinétique qui se transformait instantanément en chaleur. Imaginez des milliards de roches spatiales entrant en collision et fusionnant à une échelle inimaginable, générant des températures qui faisaient entièrement fondre la planète naissante. À mesure que la Terre augmentait de taille, la pression gravitationnelle sur son intérieur s'intensifia, ce qui provoqua un compactage massif et une différenciation des matériaux. Les éléments les plus denses, comme le fer et le nickel, ont migré vers le centre, formant le noyau, tandis que les matériaux plus légers sont montés, créant le manteau et la croûte. Ce processus de différenciation, connu sous le nom d'effondrement gravitationnel, a également libéré une quantité significative d'énergie sous forme de chaleur. Ainsi, une portion considérable de la chaleur que nous ressentons encore aujourd'hui est un vestige direct de cette naissance planétaire violente et brûlante. C'est un écho thermique des premiers jours de la Terre, une chaleur résiduelle qui, incroyablement, persiste des milliards d'années plus tard. La deuxième source principale de chaleur est la chaleur radiogénique, une contribution continue et puissante générée par la désintégration radioactive d'isotopes instables présents dans le manteau et la croûte de la Terre. Nous parlons d'éléments comme l'uranium-238, l'uranium-235, le thorium-232 et le potassium-40. Ces isotopes sont comme de minuscules fours nucléaires naturels qui, en se désintégrant en des éléments plus stables, libèrent des particules et de l'énergie sous forme de chaleur. Pensez à cela comme un processus à l'échelle atomique où la matière elle-même se transforme et, ce faisant, chauffe son environnement. Bien que la concentration de ces éléments soit relativement faible, leur vaste distribution à travers des volumes gigantesques à l'intérieur de la Terre, particulièrement dans le manteau et la croûte, entraîne une production totale de chaleur considérable. On estime que la chaleur radiogénique contribue à environ 50% du flux de chaleur total de la Terre, ce qui en fait un moteur persistant et irremplaçable pour les processus géologiques que nous observons. Contrairement à la chaleur primordiale, qui diminue lentement avec le temps à mesure que la Terre se refroidit, la chaleur radiogénique est constamment renouvelée tant qu'il reste des isotopes radioactifs à désintégrer, un processus qui continuera pendant des milliards d'années encore. C'est la combinaison de ces deux sources, la chaleur résiduelle de sa naissance et la chaleur générée par sa propre composition atomique, qui donne à la Terre l'énergie interne nécessaire pour être une planète géologiquement active. Pour comprendre comment cette chaleur se manifeste à la surface, nous devons d'abord visualiser la structure interne de notre planète, une série de couches concentriques aux propriétés très distinctes, chacune cruciale dans le transfert de chaleur et dans la dynamique terrestre. Ce que nous savons de ces couches ne provient pas de l'observation directe, car aucun être humain n'a foré au-delà de quelques kilomètres dans la croûte terrestre. Notre connaissance dérive principalement de l'analyse des ondes sismiques générées par les tremblements de terre. Ces ondes voyagent à travers l'intérieur de la Terre et, tout comme la lumière se courbe en passant à travers différents milieux, les ondes sismiques changent de vitesse et de direction en traversant des matériaux de densité, de rigidité et d'états physiques différents. En étudiant comment ces ondes se propagent et se réfléchissent, les sismologues ont pu cartographier la structure profonde de notre planète avec une précision étonnante.
Dans la couche la plus externe et la plus mince se trouve la croûte, la couche solide et rocheuse sur laquelle nous vivons. Il existe deux types principaux de croûte. Premièrement, la croûte continentale, qui forme les continents et les plateformes continentales. Elle a une épaisseur moyenne d'environ 30 à 50 km, bien qu'elle puisse atteindre jusqu'à 70 km sous de grandes chaînes de montagnes comme les Andes ou l'Himalaya. Elle est principalement composée de roches de type granitique, qui sont relativement légères et riches en silice et en aluminium. Deuxièmement, la croûte océanique, qui se trouve sous les océans. Elle est beaucoup plus mince, avec une épaisseur variant entre 5 et 10 km. Elle est principalement composée de roches volcaniques denses comme le basalte et le gabbro. Ces deux croûtes, ainsi que la partie la plus rigide du manteau supérieur, forment ce que nous appelons la lithosphère, une couche rigide et cassante qui se fracture et se déplace en grands fragments, les plaques tectoniques. Juste en dessous de la croûte et de la lithosphère s'étend le manteau, la couche la plus volumineuse de la Terre, qui représente près de 84% du volume total de la planète et s'étend jusqu'à une profondeur d'environ 2900 km. Bien qu'il soit majoritairement composé de roches solides, la clé pour comprendre sa dynamique réside dans l'incroyable combinaison de température et de pression élevée qui existe en son sein. Dans le manteau supérieur et spécifiquement dans une sous-couche appelée asténosphère, la roche est suffisamment chaude et malléable pour s'écouler très lentement, se comportant comme un fluide visqueux à l'échelle des temps géologiques, c'est-à-dire des millions d'années. Imaginez un matériau qui, sous une pression normale, est dur comme de la roche, mais qui, soumis à des températures extrêmes et des pressions colossales, s'écoule avec la lenteur d'un caramel très épais. Ce comportement permet la convection, un processus fondamental qui est le véritable moteur de la géodynamique terrestre. Les roches plus chaudes et moins denses montent lentement, tandis que les roches plus froides et plus denses descendent, créant des courants circulaires massifs qui transportent la chaleur de l'intérieur vers la surface. Au-delà du manteau, à une profondeur de 2900 km, se trouve le noyau externe, une couche d'environ 2200 km d'épaisseur. Cette couche est unique car elle est entièrement liquide, composée principalement d'un alliage de fer et de nickel fondu, ainsi que de traces d'autres éléments plus légers comme le soufre, l'oxygène ou le silicium. Les températures dans le noyau externe sont extrêmement élevées, estimées à plus de 4000 degrés Celsius. La convection de ce métal liquide, combinée à la rotation de la Terre, génère des courants électriques qui donnent naissance au champ magnétique terrestre, un bouclier invisible mais vital qui nous protège des particules chargées nuisibles provenant du Soleil et de l'espace. Sans ce champ magnétique, la vie sur Terre telle que nous la connaissons serait pratiquement impossible. Enfin, au centre même de notre planète se trouve le noyau interne, une sphère solide d'un rayon d'environ 1220 km. Bien que les températures du noyau interne soient encore plus élevées que celles du noyau externe, pouvant atteindre 6000 degrés Celsius, comparable à celle de la surface du Soleil, l'immense pression exercée par les couches superposées est si colossale qu'elle empêche le fer et le nickel de fondre, les maintenant à l'état solide. Cette pression est d'environ 3 600 000 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer. La présence de ce noyau interne solide était une prédiction théorique vérifiée par les ondes sismiques, qui se réfractent et se reflètent de manière spécifique lors de leur passage à travers l'interface entre le noyau externe liquide et le noyau interne solide. Chacune de ces couches joue un rôle intégral dans la manière dont l'énergie interne de la Terre est distribuée et, en fin de compte, dans la façon dont elle façonne la surface que nous habitons. Le transfert de cette chaleur interne vers la surface se produit par trois mécanismes principaux, bien que l'un d'eux soit sans aucun doute l'acteur principal des grands phénomènes géologiques. Le premier est la conduction, qui est le processus de transfert de chaleur à travers un matériau sans mouvement de matière. Elle se produit principalement dans la lithosphère, la couche rigide et la plus externe de la Terre, y compris la croûte. Imaginez la chaleur voyageant lentement à travers la roche solide, de molécule en molécule, des zones les plus chaudes aux plus froides. C'est un processus relativement inefficace pour déplacer de grands volumes de chaleur sur des distances considérables, mais il est fondamental dans la dissipation de la chaleur dans les couches superficielles. Le deuxième mécanisme, et le plus significatif pour la dynamique de la planète, est la convection. Ce processus implique le transfert de chaleur par le mouvement d'un fluide. Dans le cas de la Terre, ce fluide est le matériau rocheux du manteau qui, comme nous l'avons mentionné, bien que solide à l'échelle de temps humaine, s'écoule lentement sur des millions d'années en raison des températures et pressions extrêmement élevées.
Pensez à une casserole d'eau bouillante. L'eau chaude du fond monte, se refroidit en atteignant la surface, puis redescend, créant un cycle continu. De manière similaire, dans le manteau terrestre, les roches plus chaudes et moins denses remontent des profondeurs, transportant la chaleur vers la surface. En se refroidissant dans la partie supérieure du manteau, ces roches deviennent plus denses et redescendent vers l'intérieur, créant de gigantesques cellules de convection qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. Ces courants de convection lents mais puissants dans le manteau sont le moteur principal de la tectonique des plaques, la théorie unificatrice qui explique la plupart des phénomènes géologiques que nous observons à la surface. Sans la convection du manteau, la Terre serait une planète beaucoup plus statique, sans volcans, tremblements de terre ni formation de montagnes. Le troisième mécanisme est le rayonnement, qui implique le transfert de chaleur par ondes électromagnétiques. Bien que ce soit la méthode principale de transfert de chaleur dans l'espace, sa contribution au transfert de chaleur à l'intérieur de la Terre est moindre et se produit principalement dans le noyau, où les températures sont extrêmes et le matériau est suffisamment dense pour permettre un certain degré de rayonnement thermique. Cependant, comparé à la convection et à la conduction, son rôle dans la dissipation de l'énergie interne à grande échelle est insignifiant. La convection est, sans aucun doute, la force motrice qui libère l'immense énergie interne de la planète, transformant la surface terrestre de manière spectaculaire et continue. Les manifestations les plus évidentes et les plus puissantes de l'énergie interne de la Terre sont les phénomènes associés à la tectonique des plaques. Cette théorie postule que la lithosphère terrestre est fragmentée en une douzaine de grandes plaques rigides et de nombreuses plaques plus petites qui flottent et glissent lentement sur l'asténosphère semi-fluide du manteau. Le mouvement de ces plaques, propulsé par les courants de convection du manteau, est directement responsable de la majeure partie de l'activité géologique de la planète. La vitesse de ce mouvement est similaire à celle de la croissance de nos ongles, à peine quelques centimètres par an. Mais au cours de millions d'années, ces petites fractions de mouvement accumulent des forces titanesques capables de remodeler des continents entiers. Les interactions entre ces plaques se concentrent à leurs limites, où la chaleur interne de la Terre trouve ses voies les plus directes pour se manifester. Il existe trois types principaux de limites de plaques, chacun avec ses propres caractéristiques géologiques distinctives. Premièrement, les limites divergentes, où les plaques se séparent. Dans ces zones, le magma chaud du manteau monte pour combler le vide, créant une nouvelle croûte océanique et formant de gigantesques chaînes de montagnes sous-marines connues sous le nom de dorsales océaniques. La dorsale médio-atlantique est un exemple emblématique, une chaîne de montagnes de 65 000 km de long qui s'étend le long de l'océan Atlantique, où les plaques nord-américaines et eurasiatiques se séparent à une vitesse d'environ 2,5 cm par an. Ce processus, connu sous le nom d'expansion du fond océanique, est accompagné d'un volcanisme effusif, c'est-à-dire d'éruptions volcaniques avec de la lave fluide qui forme de vastes couches de basalte sur le fond marin, et de tremblements de terre superficiels de faible à modérée magnitude. Un autre exemple notable de limite divergente est la grande vallée du Rift en Afrique de l'Est, où la plaque africaine se divise lentement en deux nouvelles plaques, créant un système de vallées, de volcans et de lacs qui pourrait éventuellement devenir un nouvel océan. L'île d'Islande, située sur la dorsale médio-atlantique, est un exemple exceptionnel où cette divergence s'élève au-dessus de la mer, permettant l'observation directe de la formation de nouvelles croûtes et de l'activité géothermique associée avec des geysers et des sources thermales abondantes. Deuxièmement, les limites convergentes, où les plaques entrent en collision. Ce sont les zones de plus grande activité géologique et des phénomènes les plus spectaculaires. Lorsqu'une plaque océanique plus dense entre en collision avec une plaque continentale ou avec une autre plaque océanique, la plaque océanique se plie et s'enfonce lentement dans le manteau lors d'un processus appelé subduction. Ce processus crée des fosses océaniques profondes, comme la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique, la plus profonde du monde avec plus de 11 000 mètres de profondeur. Au fur et à mesure que la plaque subduite descend, elle se chauffe, libère des fluides qui abaissent le point de fusion des roches du manteau qui l'entoure, et le magma résultant monte pour former des chaînes de montagnes volcaniques sur la plaque supérieure. La cordillère des Andes en Amérique du Sud est un exemple magnifique de cette collision entre la plaque de Nazca qui subduit sous la plaque sud-américaine, générant une chaîne de montagnes de plus de 7000 km de long avec des pics imposants comme l'Aconcagua et de nombreux volcans actifs comme le Cotopaxi. Les limites convergentes sont également responsables des tremblements de terre les plus puissants et les plus profonds de la planète, car la friction et le glissement des plaques libèrent une énergie immense.
Lorsque deux plaques continentales entrent en collision, comme dans le cas de l'Himalaya, aucune d'elles ne subduit facilement en raison de sa flottabilité. En revanche, toutes deux se déforment et s'élèvent, formant les chaînes de montagnes les plus hautes du monde. L'Himalaya, résultat de la collision entre la plaque indienne et la plaque eurasienne, continue de s'élever à un rythme d'environ 1 cm par an, montrant l'immense force exercée par la chaleur interne de la Terre dans la formation de paysages monumentaux. Troisièmement, les limites transformantes, où les plaques glissent latéralement l'une à côté de l'autre sans créer ni détruire de croûte. Ces zones se caractérisent par une intense activité sismique. La faille de San Andreas en Californie, États-Unis, est l'exemple le plus célèbre où la plaque du Pacifique glisse vers le nord-ouest le long de la plaque nord-américaine, qui se déplace vers le sud-est. Ce glissement n'est pas fluide, mais se produit en une série de sauts brusques lorsque la tension accumulée le long de la faille dépasse la résistance des roches, libérant de l'énergie sous forme de tremblements de terre. Bien qu'il n'y ait pas de volcanisme directement associé à ces limites, les tremblements de terre peuvent être très destructeurs, comme celui de San Francisco en 1906 ou celui de Loma Prieta en 1989, des rappels vivants du pouvoir de la chaleur interne terrestre. La distribution mondiale des volcans, des tremblements de terre et des chaînes de montagnes est une preuve claire que l'énergie interne est le moteur fondamental qui façonne la surface de notre planète, propulsant la danse millénaire des plaques tectoniques. Le volcanisme est l'une des manifestations les plus spectaculaires et directes de l'énergie interne de la Terre. Il se produit lorsque le magma, roche fondue qui se forme dans le manteau ou à la base de la croûte en raison de la chaleur intense et de la réduction de pression, monte et entre en éruption à la surface terrestre, libérant de la lave, des cendres et des gaz volcaniques. La formation de magma est intrinsèquement liée à la chaleur interne. Aux limites divergentes, l'ascension du manteau chaud réduit la pression sur les roches sous-jacentes, ce qui leur permet de fondre partiellement et de former un magma basaltique, de faible viscosité et généralement effusif. Aux limites convergentes, comme dans les zones de subduction, la plaque océanique qui s'enfonce libère de l'eau et d'autres substances volatiles en se chauffant. Ces fluides migrent vers le manteau supérieur et abaissent le point de fusion des roches environnantes, générant un magma plus visqueux et riche en silice, ce qui entraîne souvent des éruptions explosives. Il existe plusieurs types de volcans, chacun avec des caractéristiques et des formes d'éruption distinctes. Les stratovolcans, aussi connus sous le nom de volcans composites, sont les plus emblématiques, avec une forme de cône raide et symétrique. Ils se forment à partir de couches alternées de lave, de cendres et de roches pyroclastiques issues d'éruptions explosives répétées. On les trouve souvent dans les zones de subduction et ils sont connus pour leurs éruptions violentes, comme le mont St. Helens aux États-Unis qui en 1985 a déclenché une explosion latérale dévastatrice, ou le Vésuve en Italie dont l'éruption en 70 a enseveli les villes de Pompéi et Herculanum. Un autre type est celui des volcans boucliers, qui ont une forme large et légèrement inclinée, ressemblant à un bouclier posé au sol. Ils se forment par l'accumulation de lave très fluide qui jaillit lors d'éruptions effusives et non explosives. Les volcans d'Hawaï, comme le Mauna Loa et le Kilauea, sont des exemples parfaits de ce type, avec des coulées de lave constantes et spectaculaires qui sont rarement dangereuses pour la vie humaine si l'on garde ses distances. Tous les volcans ne sont pas associés aux limites des plaques. Certains, connus sous le nom de points chauds ou hotspots, se forment au-dessus de colonnes de magma ascendant des profondeurs du manteau, appelées panaches manteliques. Ces panaches sont fixes dans le manteau, tandis que les plaques se déplacent au-dessus d'eux. L'archipel d'Hawaï est le résultat d'un point chaud, où la plaque du Pacifique se déplace sur un panache mantelier, créant une chaîne d'îles volcaniques qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Un autre exemple est le supervolcan de Yellowstone aux États-Unis, une immense caldeira volcanique qui n'a pas connu d'éruption massive depuis des dizaines de milliers d'années, mais qui montre l'énorme accumulation de magma sous-jacent à travers ses célèbres geysers et sources chaudes. L'impact du volcanisme sur la Terre est multifacette. À court terme, les éruptions peuvent être des catastrophes naturelles, entraînant la perte de vies humaines, la destruction d'infrastructures et l'altération du climat mondial due à l'injection de cendres et de gaz dans l'atmosphère, comme cela s'est produit avec l'éruption du mont Pinatubo aux Philippines en 1991, qui a provoqué un refroidissement global temporaire. Cependant, à long terme, le volcanisme est une force créative.
Les îles volcaniques, comme Hawaï, les Galapagos ou les Canaries, sont le résultat direct de l'activité volcanique, créant de nouveaux habitats et écosystèmes. Les cendres volcaniques et les roches érodées forment des sols extrêmement fertiles, vitaux pour l'agriculture dans de nombreuses régions du monde. De plus, les gaz émis par les volcans au fil des milliards d'années ont contribué de manière significative à la formation de l'atmosphère et des océans de la Terre, libérant du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau et d'autres composés qui ont été cruciaux pour le développement de la vie. C'est en rappel que la même énergie qui peut déchaîner la dévastation est aussi l'architecte de la vie et du paysage tel que nous le connaissons. Les tremblements de terre sont une autre manifestation directe et redoutable de l'énergie interne de la Terre, représentant la libération soudaine d'énergie accumulée dans la croûte terrestre. La cause principale de la plupart des séismes est le mouvement des plaques tectoniques. À mesure que les plaques se déplacent, la friction le long de leurs limites ou dans les failles à l'intérieur des plaques empêche un mouvement fluide. Les roches se déforment et accumulent de la tension comme un ressort qui se comprime lentement. Lorsque cette tension dépasse la résistance des roches, celles-ci se rompent soudainement et glissent le long d'une faille, libérant l'énergie accumulée sous forme d'ondes sismiques qui voyagent à travers la Terre et provoquent le tremblement que nous ressentons à la surface. Le point à l'intérieur de la Terre où la rupture prend naissance s'appelle l'hypocentre, tandis que le point à la surface directement au-dessus de l'hypocentre est connu sous le nom d'épicentre. La magnitude d'un tremblement de terre est mesurée à l'aide d'échelles comme celle de Richter ou plus couramment de nos jours, l'échelle de magnitude de moment, qui quantifie l'énergie libérée lors de l'événement. L'échelle de magnitude de moment est logarithmique, ce qui signifie que chaque augmentation d'un point entier représente une augmentation d'environ 32 fois l'énergie libérée. Un séisme de magnitude 7 libère environ 1000 fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 5. L'intensité, quant à elle, est mesurée à l'aide d'échelles comme celle de Mercalli modifiée et décrit les effets observés à la surface, sur les structures et sur les personnes, variant en fonction de la distance à l'épicentre, de la géologie du lieu et du type de construction. Les tremblements de terre se produisent principalement aux limites des plaques tectoniques, où les forces sont les plus importantes. Les ondes de subduction sont particulièrement sujettes aux séismes les plus puissants, car la friction entre la plaque subduite et la plaque supérieure peut accumuler des tensions massives. Le tremblement de terre de Valdivia, Chili, en 1960, d'une magnitude de 9,5, est le plus puissant jamais enregistré instrumentalement, généré par la subduction de la plaque de Nazca sous la plaque sud-américaine et a provoqué un tsunami dévastateur qui a touché même des lieux aussi éloignés que le Japon. Aux limites transformantes, comme la faille de San Andreas, les tremblements de terre sont également courants, bien que généralement de moindre magnitude, mais avec le potentiel d'être très destructeurs dans les zones densément peuplées, comme l'a démontré le tremblement de terre de Loma Prieta en 1989, qui a secoué la région de la baie de San Francisco. Les impacts des tremblements de terre peuvent être catastrophiques. L'effondrement des bâtiments et des infrastructures est l'effet le plus immédiat et visible, causant la majorité des décès et des blessures. De plus, les séismes peuvent provoquer des glissements de terrain dans les zones montagneuses et la liquéfaction du sol dans les zones avec des sédiments saturés d'eau, où le sol perd sa solidité et se comporte comme un liquide. Peut-être l'impact le plus destructeur après le tremblement lui-même est le tsunami, une série de vagues océaniques gigantesques générées par le déplacement soudain de grands volumes d'eau, généralement en raison de tremblements de terre sous-marins de grande magnitude. Le tremblement de terre de Sumatra de 2004, d'une magnitude de 9,1, et le tremblement de terre de Tohoku, Japon de 2011, d'une magnitude de 9, sont des exemples tragiques de la façon dont les tsunamis peuvent causer une dévastation généralisée sur des côtes lointaines, laissant derrière eux des millions de personnes affectées et des dizaines de milliers de vies perdues. Ces événements soulignent l'immense quantité d'énergie qui est libérée lorsque les forces accumulées par la chaleur interne de la Terre finissent par vaincre la résistance des roches. La formation des montagnes ou le processus d'orogénèse est une autre manifestation majestueuse et à long terme de l'énergie interne de la Terre. Les chaînes de montagnes sont le résultat direct des immenses forces compressives générées par le mouvement et la collision des plaques tectoniques. La manière dont ces structures s'élèvent dépend du type de limite de plaque impliquée.
Lorsque deux plaques continentales entrent en collision, comme la plaque indienne avec l'eurasienne, aucune des deux ne peut subducter en raison de leur flottabilité relativement faible. Au lieu de cela, les deux masses continentales se compriment et se déforment intensément, se pliant, se fracturant et s'épaississant, s'élevant progressivement pour former certaines des chaînes de montagnes les plus hautes et les plus étendues du monde. L'Himalaya en est l'exemple le plus frappant, abritant les 14 plus hauts sommets de la planète, dont le mont Everest, qui continue de croître de quelques millimètres par an en raison de la collision continue. Un autre scénario de formation montagneuse se produit aux limites convergentes où une plaque océanique subducte sous une plaque continentale. Ici, la formation des montagnes n'est pas seulement due à la compression, mais aussi à l'activité volcanique associée à la subduction. Le magma généré par la fusion partielle de la plaque subductée et du manteau environnant monte pour former des chaînes de volcans sur la plaque continentale supérieure, ce qui contribue à l'épaississement et à l'élévation de la croûte. La cordillère des Andes est un exemple classique de ce type d'orogénèse, où la subduction de la plaque de Nazca sur la plaque sud-américaine a donné naissance à l'une des plus longues chaînes de montagnes du monde, caractérisée par de nombreux volcans actifs et des sommets imposants. Les forces générées par la convection du manteau sont si puissantes que, au fil de millions d'années, elles peuvent transformer des paysages plats en de vastes et complexes régions montagneuses, sculptant la topographie terrestre d'une manière incomparable. L'énergie interne de la Terre n'est pas seulement une force de destruction et de création à grande échelle, mais c'est aussi une source de chaleur que nous pouvons exploiter. Les manifestations géothermiques en sont la preuve. Les geysers, par exemple, sont d'impressionnantes colonnes d'eau chaude et de vapeur qui jaillissent périodiquement du sol. Ils se forment lorsque l'eau souterraine s'infiltre à travers les fissures de la roche et entre en contact avec des roches chaudes chauffées par le magma sous-jacent. L'eau chauffe rapidement, se vaporise et la pression résultante expulse violemment l'eau et la vapeur à la surface. Le geyser Old Faithful, dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis, est mondialement connu pour sa prévisibilité, jaillissant environ toutes les 90 minutes, atteignant des hauteurs allant jusqu'à 55 mètres. Dans le désert d'Atacama au Chili, le champ géothermique d'El Tatio présente plus de 80 geysers actifs, émanant des colonnes de vapeur et d'eau à des températures proches du point d'ébullition. Les sources thermales, quant à elles, sont des sources d'eau chaude qui émergent à la surface, communément utilisées pour leurs propriétés thérapeutiques ou récréatives. Elles se produisent lorsque l'eau souterraine est chauffée par la chaleur géothermique sans atteindre la pression nécessaire pour une éruption explosive. La capacité d'exploiter cette énergie interne de la Terre est connue sous le nom d'énergie géothermique. C'est une source d'énergie renouvelable, propre et constante qui provient directement de la chaleur du sous-sol. L'une des applications les plus importantes est la production d'électricité. Cela se réalise en forant des puits profonds pour extraire de la vapeur ou de l'eau chaude des gisements géothermiques souterrains. La vapeur est utilisée pour faire tourner des turbines qui génèrent de l'électricité, ou l'eau chaude est utilisée pour chauffer un fluide secondaire avec un point d'ébullition plus bas dont la vapeur entraîne ensuite les turbines. La centrale géothermique de The Geysers, en Californie aux États-Unis, est la plus grande du monde, avec une capacité installée de plus de 1500 MW, fournissant de l'électricité à une partie significative de la région. Une autre centrale importante est celle de Cerro Prieto au Mexique, près de la frontière avec les États-Unis, qui est également l'une des plus grandes et des plus anciennes, contribuant significativement au réseau électrique du pays. L'Italie a été pionnière dans ce domaine avec la centrale de Larderello qui a commencé à produire de l'électricité géothermique en 1904. Outre la production d'électricité, l'énergie géothermique est également utilisée directement pour le chauffage des bâtiments, des serres, l'aquaculture et les processus industriels. Les systèmes de pompe à chaleur géothermique peuvent transférer la chaleur du sol vers les bâtiments en hiver et dissiper la chaleur des bâtiments vers le sol en été, offrant une climatisation efficace et durable. La ville de Reykjavik, capitale de l'Islande, est un exemple de la manière dont une ville entière peut être chauffée presque entièrement grâce à l'énergie géothermique, en tirant parti de son emplacement sur une limite de plaques divergentes et un point chaud, ce qui lui confère un accès privilégié à cette ressource. L'énergie géothermique représente une promesse pour l'avenir énergétique, une manière d'exploiter la chaleur vaste et constante qui réside au cœur de notre planète de manière durable et respectueuse de l'environnement, réduisant la dépendance aux combustibles fossiles et atténuant le changement climatique.
Enfin, l'énergie interne de la Terre n'a pas seulement façonné sa surface et ses processus géologiques, mais elle est également fondamentale pour l'existence et la continuité de la vie sur notre planète. La Terre est la seule planète que nous connaissons dotée d'une tectonique des plaques active, un processus directement alimenté par la chaleur interne. Cette activité géologique a un impact crucial sur l'habitabilité. Le mouvement des plaques recycle les nutriments et le carbone entre la surface, le manteau et l'atmosphère, un cycle vital pour maintenir la chimie atmosphérique et océanique qui permet la vie. Par exemple, les volcans libèrent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, un gaz à effet de serre essentiel qui aide à réguler la température globale de la Terre, l'empêchant de devenir une baie de glace ou un désert brûlant.